Bonjour. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans une période particulièrement tumultueuse de l'histoire marocaine. Hmm, On est à la toute fin du XVIIIe siècle. C'est une époque de chaos, de lutte de pouvoir. oui, Et au cœur de ce tumulte, dans la région du Souss, émerge une figure fascinante et profondément énigmatique. absolument. Un homme connu sous le nom de Bouhalais, Pouhlis. Il apparaît vers 1792, du côté d'Aïd Bahamran. Et son histoire, c'est un vrai labyrinthe. C'est tout à fait ça. Bouhlis, c'est un personnage qui défie toute classification simple, en fait. Ah oui. Les chroniques de l'époque, qui sont souvent fragmentaires, parfois partisanes, le dépeignent sous des jours radicalement différents. D'accord. Tour à tour, on le présente comme un imposteur. Il se ferait passer pour le sultan Moulay Yazid, qu'on croyait mort. Ah oui, quand même. Puis il change de rôle, il endosse le manteau du Mahdi, le sauveur attendu. D'accord. Donc une dimension religieuse. Voilà. Et d'autres récits insistent sur son caractère de sorcier, de manipulateur. Hmm. Et pour compliquer encore les choses, certaines sources le disent d'origine juive, Ah bon? tout en rapportant qu'il a été un persécuteur acharné des communautés juives locales. C'est très contradictoire. C'est une accumulation de paradoxes assez incroyable. Oui. Et les témoignages directs. Je pense à ce qui est rapporté par le capitaine Schleu. Ces vers pas très flatteurs. Oui, Ou cette lettre terrible du fqih Mohamed Ben Ahmed qui le traite de menteur, trompeur, fourbe, rusé, perfide. Treddab, Khadda, Nakar, Makar, Rar. Exactement. Ça montre bien l'intensité des passions qu'il a déchaînées. On sent une peur, une haine palpable. Absolument. Ces mots très durs, ils reflètent l'impact profond qu'il a eu sur la société du Souss. Notre objectif ici, ce n'est pas tant d'arriver à une vérité historique définitive sur Bourrélès. Non, ce serait sans doute impossible. L'énigme semble faire partie de son personnage, quoi. Il s'agit plutôt d'explorer ses différentes facettes, de comprendre le contexte qui a permis son émergence, Oui, d'analyser les actions qu'on lui attribue, et surtout de tenter de saisir pourquoi, plus de 2 siècles après, son histoire continue de résonner et de poser question. Qu'est-ce que cette figure nous dit de son époque, finalement? alors justement, posons le décor. Pour comprendre comment un tel personnage a pu apparaître et même prospérer pendant un temps, il faut revenir à la situation du Maroc à cette époque, fin du XVIIIe. C'était une période de grande instabilité, c'est ça? C'était une période de crise profonde, oui. La mort du sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah en 1790, ça ouvre une boîte de Pandore. Ah, Lui, il avait réussi à maintenir une certaine cohésion, mais sa succession, ça explose en une lutte fratricide impitoyable. entre ses fils. Exactement. Son fils, Moulay Yazid, s'empare brièvement du pouvoir, mais il est immédiatement contesté par ses frères qui se taillent des fiefs un peu partout dans le pays. Hicham à Marrakech, Abderrahman à Taroudan, Abdeslam dans le nord, Slimane à Fès et Meknès. Une vraie fragmentation du pouvoir. C'est ça, une fragmentation du pouvoir central. Et Moulay Yazid lui-même, celui dont Boulélis va usurper l'identité, il connaît une fin tragique aussi. Tout à fait. Il est tué en 1792 dans une bataille contre ses frères rivaux. Et sa mort ne fait qu'aggraver le chaos. En plus de cette guerre civile, il faut ajouter une terrible famine, connue localement sous le nom de Bouteguioult. Bouteilloult. Oui, ça dévaste le pays, ça exacerbe les tensions, le Maroc est à genoux, l'autorité centrale est complètement éclatée. Et dans ce tableau plutôt sombre, quelle était la situation spécifique du Souss, la région où Bouevlès va apparaître? Le Souss n'était pas épargné, au contraire, la région souffrait déjà des conséquences d'une décision prise par le défunt sultan Mohamed Ben Abdallah, Laquelle? la fermeture du port d'Agadir au commerce international, quelques décennies plus tôt. Ah oui, exact. Cette mesure, peut-être pour centraliser le contrôle ou gérer les rivalités entre puissances européennes, danois, français, anglais, hollandais, qui voulaient tous accéder aux richesses de l'arrière-pays. Hmm. Et elle a eu des effets économiques désastreux pour le Souss. Ça a coupé une voie commerciale vitale. Donc, on a une région économiquement fragilisée et qui subit de plein fouet l'effondrement de l'autorité centrale à cause de la guerre de succession. Exactement, c'est ce double contexte, crise économique locale et vide politique général. Ça crée un terreau extrêmement fertile. Oui, j'imagine. Dans ce vide, des pouvoirs locaux émergent, parfois des notables, comme ce commerçant Mohamed Aoulouz, qui défie le pouvoir central, Mhm. et parfois des figures plus inattendues, plus radicales, capables de capter le désespoir, le mécontentement des populations.
Et c'est là qu'arrive Boualès. C'est précisément dans cette atmosphère presque de fin du monde que Boualès surgit. Venons-y alors. Son apparition. Les sources le placent en 1792, quelque part dans la région côtière de Tassérite, au cœur du pays Haït Bahamran, parfois plus précisément à Ida ou Smlal. Et d'emblée, il joue sur l'ambiguïté, sur son identité. Comment il s'y prend? Il commence par une revendication audacieuse. Il serait le sultan Moulay Yazid. Carrément. Il aurait miraculeusement survécu à la bataille où tout le monde le croyait mort et il aurait été conduit secrètement jusqu'à Haït Bahamran par des fidèles de Marrakech. Une histoire incroyable. Invérifiable, bien sûr, mais très habile dans ce contexte de chaos. Se réclamer d'une légitimité royale, même contestée, dans une région éloignée où les nouvelles circulent mal, c'est un coup de poker politique potentiellement puissant. Mais il ne s'en tient pas là, si j'ai bien compris. Sa revendication évolue. Oui. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Il passe d'une légitimité politique à une légitimité religieuse. Il se proclame Mahdi. Le Mahdi. Cette figure messianique, très ancrée dans la tradition islamique, qui est censée apparaître en période de trouble pour restaurer la justice, la vraie foi. D'accord. En se déclarant Mahdi, Bourclès change complètement de registre. Il ne vise plus seulement le pouvoir terrestre, il s'inscrit dans une dimension eschatologique. Ça peut mobiliser bien au-delà des simples considérations politiques. C'est une revendication explosive. Et que penser de ces mentions souvent rapportées par ses ennemis sur ses origines amazighes ou même juives? C'était une réalité qu'il assumait ou c'était une calomnie? C'est un point très délicat et probablement impossible à trancher. Certaines sources mentionnent qu'il revendiquait fièrement son amazigité, ce qui n'était pas forcément un problème en soi dans le Souss. Non. Mais l'affirmation rapportée par ses détracteurs qu'il aurait revendiqué une identité juive, ça, c'est beaucoup plus explosif. Oui. Dans le contexte de l'époque, une telle affirmation, si elle a été faite, aurait été suicidaire politiquement. Ça aurait immédiatement attiré sur lui l'anathème des autorités religieuses musulmanes. Donc c'est plus probablement une accusation? Il est beaucoup plus probable que ce soit une accusation diffamatoire de la part de ses ennemis. Une arme rhétorique extrêmement puissante pour le discréditer, pour mobiliser contre lui en le présentant comme un ennemi de l'islam. Cette ambiguïté sur l'identité, elle est renforcée par les descriptions physiques qu'on a de lui. Petit, le visage presque caché par les poils, on ne voyait qu'un œil. Ça contribue à l'image mystérieuse, voire inquiétante. Tout à fait. Ce type de description, ça participe à la construction du mythe, volontairement ou non. Et ce qui est frappant, c'est que, malgré tout ça, l'imposture présumée, les revendications messianiques, les rumeurs sur ses origines, son apparence étrange, il a réussi à attirer des partisans. Ah oui? Les chroniques disent que les gens étaient avec lui. Il faut imaginer le désarroi des populations, la famine, l'absence de protection, l'effondrement de l'ordre. Oui, le chaos ambiant. Dans ce contexte, un homme qui promet le changement, qu'il soit politique ou religieux, même de manière radicale, il peut trouver une oreille attentive. Mais cette popularité, elle est loin d'être unanime. Une opposition très forte se manifeste, rapidement, notamment de la part des oulémas, les savants religieux du Souss. Pourquoi cette hostilité si marquée de leur part? Pour l'établissement religieux local, Bourclès représente le chaos incarné. Ils utilisent ce terme très fort de fitna. Fitna. Oui, la sédition, la discorde civile, le schisme, une remise en cause profonde de l'ordre social et religieux établi. Ils le voient comme un danger mortel pour la cohésion de la communauté musulmane dans le Souss. D'accord. Du coup, les accusations pleuvent. C'est un saïr, un sorcier qui utilise la magie noire, c'est un imposteur, un menteur. Et bien sûr, l'accusation d'être juif ou de vouloir établir une domination juive revient constamment. C'était l'argument massu pour le délégitimer en quelque sorte. C'était sans doute l'accusation la plus efficace pour soulever la population et les autres élites contre lui. D'ailleurs, un érudit local, Belkacem Ben Ahmed Et Tamli, est le premier à oser le défier ouvertement et à prendre les armes contre lui. Mais cette première tentative d'opposition se termine mal, si je me souviens bien. Oui, tragiquement. Selon les récits, Bouiliès le fait assassiner. Ah oui. Cet acte de violence radicalise encore plus l'opposition. D'autres figures religieuses craignent alors le relais, notamment Ali ben Brahim ad-Douz, puis surtout son disciple Mohamed ben Ahmed. Celui qui avait écrit la lettre dont on parlait? Celui-là même, qui le décrivait comme menteur, trompeur. Il devient vraiment l'âme de la résistance intellectuelle et spirituelle contre Bouiliès. Face à cette opposition et surtout face à cette accusation persistante d'être secrètement juif, comment Bougelès réagit-il? Sa stratégie est assez glaçante, d'après ce qu'on lit.
Sa réaction est d'une brutalité et d'un cynisme terrible, oui. Pour prouver sa bonne foi musulmane et réfuter l'accusation, il se lance dans une persécution des communautés juives locales. C'est terrible. Les sources parlent d'un premier massacre d'une trentaine de juifs. Puis, au fur et à mesure de ses campagnes militaires, il aurait exigé des tribus qu'il soumettait qu'elles lui livrent non seulement les savants religieux, les fuqaha, qui lui étaient hostiles, Oui. mais aussi les juifs qui résidaient sur leur territoire. On rapporte des massacres spécifiques, notamment à Tiout. C'est une tactique monstrueuse. Persécuter un groupe pour réfuter son appartenance supposée à ce même groupe. C'est une logique perverse, mais qui montre jusqu'où il était prêt à aller pour asseoir son pouvoir et contrer ses détracteurs. La violence devient un outil politique, et même identitaire. Mhm. Il ne s'en prend pas seulement aux Juifs d'ailleurs, il attaque aussi les biens de ses ennemis musulmans, comme la maison d'Abdallah Ben Salem de la famille Aïtou Bayrouk, un notable qui avait préféré fuir au Soudan plutôt que de le rallier. Il installe vraiment un climat de terreur. Et sur le plan militaire, est-ce qu'il parvient à étendre son contrôle malgré tout? Oui, pendant un certain temps, il fait preuve d'une capacité militaire non négligeable. Il prend le contrôle de la région de l'Oued Noun, D'accord. puis il marche sur Massa, un centre important sur la côte, Massa, oui. et ensuite sur Ifrane de l'anti-Atlas. Il réussit à bâtir une sorte de proto-État rebelle dans le sud du Souss. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il semble à l'apogée de sa puissance, à Massa, qu'intervient cet épisode poignant de la lettre et de Sidi Bourja. Exactement. Le fiqhi Mohamed Ben Ahmed, devenu le leader de la résistance, cherche un moyen de défier Bouhlès. Il rédige une lettre. On ne sait pas son contenu exact, peut-être un ultimatum, un avertissement théologique, une condamnation, Oui. et il cherche un volontaire pour la porter à Bouhlès, à Massa. Il prévient clairement, c'est une mission suicide. Et quelqu'un se propose malgré tout. Oui, un jeune homme, Mohamed Ben Belkacem. C'est le propre fils du premier fiqhi assassiné. Belkacem est admis. Ah, le fils. Il se porte volontaire, pleinement conscient du danger mortel. Il réussit à accomplir sa mission, à remettre la lettre à Bouhlès en personne. Mais comme on le craignait, il est immédiatement mis à mort. Terrible. La tradition locale, telle que rapportée dans nos sources, veut qu'il ait été enterré près de Massa et qu'une petite coupole, une koba, ait été érigée sur sa tombe. Ce lieu est devenu connu sous le nom de Sidi Bourja. C'est un mémorial poignant de la résistance face à la tyrannie. Cet acte de défi individuel, aussi courageux soit-il, n'arrête pas Bouhlès immédiatement. Qu'est-ce qui provoque finalement sa chute? Comment l'opposition parvient à s'organiser plus efficacement? Le meurtre de Mohamed Ben Belkacem a pu servir de catalyseur. Et surtout, les efforts inlatables du fakir Mohamed Ben Ahmed finissent par payer. Ah. Son appel à la mobilisation générale contre la fitna de Bouhlès trouve un écho de plus en plus large. De nombreux autres savants religieux le rejoignent. Mais surtout, des tribus importantes du Souss. Lesquels, par exemple? Les Chtouka, les Ida Oublal et d'autres, elles décident qu'il est temps d'en finir. Et cette mobilisation prend forme dans un lieu hautement symbolique, n'est-ce pas, Evelyne? Oui, le rassemblement des forces anti-Boukhléi se fait à la Zaouïa de Sidi Ahmed Moussa, à Tazerwalt. Tazewalt. Il faut comprendre ce qu'est une Zaouïa dans ce contexte. C'est bien plus qu'un simple centre religieux. C'est un pôle d'influence spirituelle, sociale, même politique, majeur, souvent lié à une lignée de saints respectés. D'accord. C'est un lieu de médiation, d'arbitrage, mais aussi de mobilisation. Se réunir là, sous l'égide de cette institution vénérable, ça donne une légitimité et une force considérable à la coalition qui se forme contre Boukhléis. Sentant le vent tourner, j'imagine Boukhléis tente une dernière confrontation. C'est ce que les sources suggèrent, oui. Apprenant ce vaste rassemblement, il marche avec ses troupes vers une zone nommée Azagar, près d'Ekbalou et la Ouina, dans les environs de l'actuel Tiznet. D'accord. C'est là que l'affrontement décisif aurait eu lieu. Et c'est là, encore une fois, que le récit historique se brouille un peu. Comment Bouhlès meurt-il exactement? Les sources ne sont pas d'accord. L'incertitude persiste jusqu'à la fin, effectivement. Deux versions principales s'opposent. La première, qui a été popularisée par le grand historien du Souss, Mokhtar Soussi, dans son Alma Assoul, Oui. elle dépeint une fin épique. Bouhlès serait mort au coma lors d'une grande bataille, son corps transpercé par 1000 fusils. Alf Mekahla. 1000 fusils. L'image est forte. Oui, ça souligne l'ampleur de la coalition contre lui et sa défaite écrasante face à l'union des tribus et des savants. Et la seconde version, elle est moins héroïque. La seconde version, qui est également rapportée, suggère une fin plus sombre et peut-être plus plausible dans un contexte de lutte intestine. C'est-à-dire?
Il aurait été trahi par un de ses proches qui l'aurait empoisonné. Ah, la trahison. Voilà. Cette version mettrait davantage l'accent sur les possibles dissensions internes au sein du mouvement de Boulhaïs ou sur la ruse de ses ennemis. Mort au combat ou victime d'une trahison, le mystère demeure. Et pour ajouter à l'aura un peu sulfureuse du personnage, on dit qu'on a trouvé quelque chose de particulier sur son cadavre. Oui, les chroniques mentionnent la découverte de nombreux harizas sur lui. Des harizas. Ce sont des amulettes. C'est ça, des amulettes, des talismans, des objets auxquels on attribue des pouvoirs magiques ou protecteurs. Pour ses ennemis, évidemment, cette découverte était la preuve ultime qu'il était bien un sahir, un sorcier. D'accord. Ça confirmait a posteriori toutes les accusations portées contre lui. Et ça a scellé son image négative dans une partie de la mémoire collective. Alors si on essaye de prendre un peu de recul maintenant, comment peut-on interpréter cette figure si complexe, si polysémique, imposteur, mardi, sorcier, rebelle politique? C'est un peu tout ça à la fois. C'est toute la question, et les interprétations ont varié avec le temps et selon les chroniqueurs. Mortar Soussi, initialement du moins, tendait à le voir principalement comme un sorcier imposteur, un aventurier sans véritable légitimité, Marindouche Asley, sans origine claire ou noble. D'autres auteurs, comme Adouz dans son Nouzet Ajlielas, insistent davantage sur la dimension politique. Adouz rapporte que les autorités de Marrakech, même si elles étaient faibles, avaient alerté les tribus contre ce saïr, ce rebelle. Un rebelle. Oui, qui cherchait visiblement à se tailler un émirat indépendant dans le Souss en profitant du chaos ambiant. Et l'idée qu'il ait pu avoir un lien réel, même lointain, avec le défunt sultan Moulay Yazid, c'est complètement fantaisiste ou... Difficile à dire. Ce n'est pas totalement impossible qu'il ait été un personnage de l'entourage de Moulay Yazid, peut-être quelqu'un qui connaissait certains rouages du pouvoir du Makhzen, Ouais. et qui aurait tenté de jouer sa propre carte après la mort du sultan. Peut-être même un membre éloigné de la famille royale cherchant à récupérer une part du pouvoir. L'ambiguïté était peut-être un outil pour lui. C'est possible. En brouillant les pistes, en changeant de revendication prince, puis Mahdi, il pouvait s'adapter et tenter de rallier différents groupes. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les accusations portées contre lui, la sorcellerie, l'origine juive, révèlent les lignes de fracture et les peurs profondes de la société du Souss à cette époque. Ah oui, c'est un bon point. Ces accusations étaient des armes redoutables précisément parce qu'elles touchaient à des points névralgiques de l'identité collective et de l'ordre social. Donc, Boulaïssi, ça paraît vraiment comme un produit de son temps. Une période d'effondrement de l'autorité, de crise économique, de désarroi social profond. Son histoire tissée de violence, de manipulation, de revendications contradictoires, c'est un miroir grossissant des tensions qui traversaient le Maroc et le Souss à la fin du XVIIIe siècle. Exactement. C'est un cas d'école fascinant sur la manière dont l'histoire se fabrique, à travers des récits partiaux, des rumeurs, des accusations, des légendes. Oui. La rareté et la nature contradictoire des sources rendent impossible de brosser un portrait unique et définitif. Mais c'est justement cette complexité qui est instructive. En quel sens? Elle nous oblige à interroger les sources, à comprendre les motivations des différents acteurs et à accepter qu'une partie du passé reste opaque, reste dans l'ombre. L'étude de son parcours nous renseigne énormément sur les dynamiques de pouvoir local, le rôle des élites religieuses, les tensions intercommunautaires et la façon dont le désordre peut engendrer des figures aussi radicales. La source vidéo qui a servi de base à notre discussion concluait sur une question liée à l'appartenance historique d'Aïd Bamran au Souss, en soulignant l'interconnexion des tribus. Ça m'inspire une réflexion finale, peut-être un peu plus large, à laisser à ceux qui nous écoutent. Je vois. On pourrait se demander ceci peut-être. Que nous apprend l'étude de figures aussi locales, controversées et insaisissables que Bouhlès, dont l'histoire nous parvient comme un puzzle aux pièces manquantes et contradictoires? Oui, exactement. Au-delà de l'histoire spécifique du Souss, ça nous éclaire sans doute sur la manière dont les mémoires collectives se construisent, souvent dans la douleur et le conflit, comment ces micro-histoires, pleines d'ambiguïté, de violence, interagissent avec la grande histoire, celle qui est souvent écrite par les vainqueurs et qui tend à lisser les aspérités. C'est une excellente question. Peut-être que c'est en plongeant dans ces récits fragmentés, complexes, qu'on touche du doigt la véritable texture de l'histoire et la diversité profonde des identités régionales qui composent le Maroc. Une très belle piste de réflexion pour continuer à explorer. Merci d'avoir démêlé avec nous les fils de l'histoire de Boualis, cette énigme du Souss.